Nous sommes de retour dans les villes et villages vosgiens après une pause en raison des élections municipales. C'est au sud de la communauté d'agglomération d'Épinal que nous posons nos caméras. Non loin de la Vosges-les-Bains se trouve un village d'un peu moins de 250 habitants, Trémonzé, appelé au XVIe siècle Trimanzé, le village à l'orée des Trois-Monts. Rencontre avec Mathieu Baudot, le producteur qui s'est installé en 2023, produit aujourd'hui des champignons. En fin d'émission, nous parlerons histoire et patrimoine avec Sylvie Berger qui nous fera découvrir la saboterie mécanique, mais pas seulement. Mais pour débuter, Nadine Robert, nous sommes avec vous. Vous êtes maire de ce village, réélu, c'est un deuxième mandat pour vous. Tout à fait. Pourquoi avoir voulu y retourner? D'une part, c'est très intéressant, on apprend plein de choses. Et puis moi, ce que j'aime, c'est le contact avec tous les habitants du village. Parce que c'est vrai que la chance qu'on a, nous, dans les petits villages, c'est de connaître tout le monde. Et après, voilà, il y a toujours des petites choses, des petits problèmes à résoudre, voilà. Mais dans l'ensemble, ça se passe très bien. Et franchement, c'est ce qui m'a fait me représenter avant tout. Une fonction prenante, oui. On le dit souvent, oui. Mais très enrichissante. Tout à fait. On apprend de nombreuses choses, on apprend des choses qu'on peut même pas imaginer. C'est enrichissant, Bon, il y a les problèmes aussi, je dis bien pas sûr, que... oui. Voilà, C'est pas tous les jours facile. C'est pas tous les jours facile, des nuits blanches on en passe, il n'y a pas de souci, ça il y en a, mais à côté de ça, on a quand même le bon côté, on a les bonnes choses quand même. Vous êtes une mère impliquée, une mère à temps plein, et une mère aussi qui pense que c'est important de s'impliquer, que ce soit au niveau de l'association des maires des Vosges, au niveau de la communauté d'agglomération d'Épinal. Tout à fait. On peut être maire d'un petit village et s'impliquer. Voilà. Déjà, d'une part, ça permet de voir un petit peu ce qui se passe partout. Ça permet de s'impliquer parce que on a quand même un village à défendre. Donc l'AMV, pour moi, ça sera quelque chose d'important parce qu'on peut apporter quelque chose. On sera une vingtaine, donc chacun apporte son point de vue, ses idées. Ça, c'est très intéressant. Voilà. Et puis ça permet aussi de se faire connaître aussi, parce que voilà, on a des petits villages, mais il faut qu'on se fasse connaître. Un peu moins de 250 habitants ici à Trémonzé, oui. Un petit village donc, mais malgré tout encore une vie économique qui est encore assez développée. Oui, nous avons 12 artisans à l'heure actuelle. C'est tout de l'après-Covid, parce que c'est vrai qu'au départ on n'avait pas tout ça. Et c'est très intéressant parce que pareil, monsieur Ravachol qui est maraîcher, tous les samedis matins, il fait son petit marché devant sa maison, donc tous les gens du village peuvent y aller, tout le monde, voilà. Il fait même venir d'autres artisans. Donc, ça apporte une petite dynamique. Ça fait un petit marché. Voilà. Ouais. Avec des produits locaux en plus. Voilà, tout à fait. Alors le côté économique se passe très bien. Et du côté des associations, est-ce qu'on arrive à avoir des associations, à créer une certaine dynamique associative? Alors association, nous on a 2 associations de chasseurs. On a l'association du Club des Étangs, donc c'est nos anciens, qui se retrouvent tous les mercredis après-midi dans une salle de la mairie. On a l'association du tennis de table, qui se trouve à l'étage de la mairie. Et puis, on a l'association des bouilleurs de cru. Ça participe à la vie du village. Et une bibliothèque aussi. Ça aussi, c'est important. Elle est petite, mais elle existe. Elle est très bien. Donc, on renouvelle les livres, on va dire 2 fois dans l'année. Nous, en tant que commune, on donne 300 € tous les ans pour se permettre de racheter des livres et tout. C'est bien, il y a des jeux, il y a des livres, il y a tout ce que... Voilà. Alors, pour tout le monde bien sûr, mais on pense aussi aux enfants, parce qu'il y a des enfants dans ce village. Donc aujourd'hui, une trentaine d'enfants, donc on parle maternelle, primaire, qui vont à l'école. Voilà, on en a 28 à l'heure actuelle qui vont maternelle, primaire. Donc on a des collégiens aussi. Donc 28 enfants qui vont à l'école à la Vosges-les-Bains. Voilà. D'accord. Est-ce que ça va chez vous aujourd'hui à Trémonzé? Écoutez, oui. Ça va même très bien. Écoutez, on a un nouveau conseil, ça fait 2 tiers de nouveau, on en a gardé 1 tiers, on a 2 tiers de nouveaux conseillers qui, je pense, vont s'investir, ça démarre bien. Donc voilà, non, c'est vrai que... Non, puis on a des projets, on a beaucoup de voiries à voir. Bon, c'est sûr que c'est tous des dossiers qui sont à monter, qu'il faut monter, qui prennent du temps. Prennent du temps, bien sûr. Mais voilà, ça sera fait. Et puis on a aussi des poches incendies qu'on voudrait mettre parce que c'est vrai qu'on est entouré de pas mal d'étangs, mais le jour où il arrive quelque chose, il faut quand même être au plus près. Et puis d'autres petites choses qui seront mises en place aussi, voilà, avec le temps et tout. Voilà. Et les budgets qui doivent suivre, bien évidemment. Et les budgets qui doivent suivre, parce que c'est sûr, on a des dotations, mais ça ne suffit pas.
Donc nous, on a 425 hectares de forêt. Donc nous, on ne vit que sur la vente de bois. Un village où on a envie de s'installer. On peut encore s'installer ou pas? Oui, puisqu'on on a vendu 40 maisons après Covid, donc je pense que les gens s'y plaisent. Et puis on en a encore... Il reste un peu de place. Plus beaucoup. Bon, écoutez, le message est passé. Si on veut s'installer, c'est rapidement. Merci beaucoup Nadine pour votre accueil ici à Je vous en prie. Nous partons maintenant rencontrer Mathieu Baudot qui est producteur de pleurotes. Il avait l'embarras du choix en matière de champignons, mais Mathieu Baudot a choisi de produire des pleurotes. Chaque semaine, près de 90 kilos sont vendus dans les Vosges et en Haute-Saône. Mathieu, merci de nous accueillir pour parler de pleurotes aujourd'hui, donc des champignons. Vous avez choisi de vous installer il y a quelques années maintenant pour fabriquer des pleurotes. Pourquoi le champignon tout d'abord? C'était une production, c'était quelque chose qui m'intéressait déjà. Puis j'étais déjà dans l'agricole, dans le maraîchage. Puis je voulais travailler pour moi. Les champignons, ça me paraissait pas trop mal. Puis j'aimais déjà bien aller aux champignons avec les copains, comme ça le dimanche. Et donc vous vous êtes lancé à votre compte avec la pleurote. Alors pourquoi la pleurote précisément? Il y a plein d'autres champignons, vous choisissez la pleurote? La formation que j'ai faite était basée beaucoup sur le pleurote. Et du coup, j'ai suivi la méthode qu'on m'a appris. Les autres champignons, c'est des cultures qui sont un peu différentes ou quoi, il y a toujours des petites choses qui changent. Et du coup, on a fait du pleurote. Donc ça fait 3 ans maintenant que vous avez ouais. commencé. De quoi a besoin spécifiquement la pleurote pour pousser? Comment vous les faites pousser, vous, ici? Alors, on prépare le substrat sur une base de paille, en fait, mélangé avec du grain, tous les grains des alentours qu'on peut trouver. Après, je calcule en fonction de ses besoins, azote, lipides, tout ça. On fait la formule, on enrichit comme ça. Alors après, on produit le substrat comme ça. Donc c'est vous qui faites aussi votre substrat. Ça, ouais. L'idée, c'était vraiment de gérer tout de A à Z? Quasiment tout de A à Z. On ne fait pas la production de mycélium, parce que ça, c'est encore un peu plus compliqué. Il faut un laboratoire, il faut des conditions aseptiques. Après, ça doit pousser combien de temps? Comment ça se passe? Une fois qu'on a ce substrat, ce mycélium, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que c'est pasteurisé, je suis à 3 semaines d'incubation. Et au bout de 3 semaines, mes premiers primordiaux, ils sortent. Et là, encore 1 semaine, 10 jours pour qu'il soit à maturité, le champignon. Et après, la récolte? Et après, c'est la récolte. Et ça, tout le cycle, il s'étale sur 12 semaines. Alors, il faut bien gérer son cycle finalement pour avoir toute sa production en même temps. L'idée, c'est de produire combien de kilos Chaque semaine, on met 300 kg de substrat en culture. Et puis comme ça, on a à peu près 90 kg de champignons par semaine. C'est une bonne base. Ça a évolué sur les années depuis que vous êtes en production? Oui, là, ça fait 6 semaines à peu près qu'on a atteint le rendement là, qui était voulu depuis le début. Les premières années, c'était 2 fois moins. Mais le temps de se faire connaître aussi, peut-être? Le temps de se faire connaître aussi, et puis de régler tous les petits problèmes de culture qu'on peut rencontrer. Il faut des conditions de température, d'humidité, des choses comme ça, spécifiques? Pas trop froid, pas trop chaud. À partir de 18 degrés, il faut commencer à faire 2 récoltes par jour. Après, trop froid, on peut chauffer assez facilement. Et niveau humidité, c'est à peu près 90% d'humidité, 85, 90. Et on contrôle aussi le CO2. Parce que le champignon, en fait, il respire comme nous et il dégage du CO2. Du coup, il faut l'évacuer. Plein de petites choses, plein de petits paramètres. C'est ça. Après, une fois que c'est bien réglé, ça va tout seul. L'idée, c'est de se développer, d'avoir autre chose que la pleurote. Alors, c'est la pleurote grise que vous avez? C'est ça, que du pleurote gris pour le moment. Après, on va faire un peu de maraîchage de l'ail spécifiquement. On va mettre en culture des asperges. Et on fait aussi des tests pour de la laurier. Donc, l'idée de se développer encore un petit peu peut-être? Un petit peu, ouais, petit à petit. Et aujourd'hui, le champignon, vous le vendez frais, mais pas seulement, il y a aussi un peu de transfo? Il y a un petit peu de transformation, on fait du séché. Et là, depuis récemment, on commence à faire des tests pour des tartinades avec vos jaunes de Mirecourt. Ok, voilà, vraiment avoir une gamme la plus complète possible autour du champignon pour l'instant. C'est ça, ouais, pas avoir juste un seul produit, puis éviter les pertes s'il y a un peu moins de ventes une semaine ou pas. Qui sont vos clients aujourd'hui? Je travaille beaucoup avec des magasins de producteurs, des maraîchers, des restaurateurs, un peu sur des marchés aussi. Depuis que vous êtes installé, quel est le bilan que vous tirez de cette activité? Vous nous le disiez, ça a été crescendo, mais plutôt positif. Ah oui, de toute façon, quand on commence de rien, on peut aller que mieux.
Mais du coup, oui, non, ça commence à être très bien. Bah, écoutez, on vous C'est- souhaite que ça continue comme ça. Merci beaucoup Mathieu pour Eh ben, votre merci accueil. à vous. Nous partons maintenant du côté de la saboterie mécanique avec Sylvie Berger. Plongé au cœur de cette saboterie mécanique, un voyage hors du temps où rien ne semble avoir bougé. Fondé en 1769, le site industriel a connu plusieurs fonctions, celles de papeterie, huilerie, moulin à farine et donc saboterie mécanique à partir de 1880. Tour d'horizon de la richesse patrimoniale de la commune avec Sylvie Berger. Sylvie, merci de nous accueillir. Nous sommes dans la saboterie mécanique, alors un site qui a une histoire très très riche. 100 ans à peu près séparent la création du site, la fondation du site et l'apparition de la saboterie mécanique. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? La saboterie mécanique est un ancien site industriel qui date du XVIIIe siècle, a été fondé en 1769, avant la Révolution française, une papeterie, alors dont les vestiges sont encore présents, ce qui est assez rare parce que la plupart ont été démolis en France lors de la Révolution industrielle. Puis a été fondée une huilerie, distillerie, moulin à farine et pour finir en 1880, une saboterie mécanique qui a été fondée par mon aïeul, l'inventeur de la machine à pointe dite de Paris. Alors, féru de nouvelles technologies, il décida de se rendre à l'exposition universelle de Paris en 1878 pour y acquérir les 3 machines perfectionnées au monde que voici, qui sont en cours de classement à la DRAC, ce qui est assez rare en matière industrielle. La DRAC, Direction régionale des affaires culturelles. Oui, exactement, exactement. Et le classement se fait auprès du ministère. Ce serait une première Ça serait, je pense que ça serait une première, notamment pour une machine à fabriquer les sabots. Alors pourquoi cette machine-là? Eh bien, en fait, elle a obtenu une médaille d'or à l'exposition universelle de Paris. Son constructeur s'est vu décerner la Légion d'honneur. Elle a été parue sur les plus grandes revues industrielles de l'époque. Et elle serait unique au monde, ce qui permettrait son classement. Et c'est, on peut, pour ainsi dire, l'ancêtre le plus perfectionné au monde de l'imprimante 3D qui devait partir dans un musée aux États-Unis à Washington. Et heureusement, elle est restée à demeure dans le site où elle s'est vue installer la première fois. Et on voit, rien n'a bougé, on a l'impression que ça s'est arrêté hier oui, en fait. Ici. Alors tout est resté en l'état depuis le décès de mes arrière-grands-parents, de mon arrière-grand-père qui était sabotier. Donc le site s'est arrêté en 1975 avec son décès. Donc il a continué de travailler jusqu'à la fin de sa vie, notamment en fabriquant des petits souvenirs pour les colonies HBL, houillères du bassin lorrain. Pour vous, ce site, il est important, il faut le conserver. Vous vous consacrez entièrement à ce site aujourd'hui? Alors oui, c'est important parce qu'il est révélateur d'un esprit de l'époque, innovant, d'une énergie d'entreprendre, qui se révèle également dans des sites qui sont présents sur le secteur, comme la Manufacture Royale, le Moulin Jean Trait, et d'autres sites assez incroyables de par cette innovation et cette force d'entreprendre des choses. On sait combien de sabots étaient fabriqués ici ou est-ce qu'ils étaient vendus Alors, c'est devenu une des plus grosses saboteries françaises fin 19e, puisqu'elle a produit, cette machine a produit plus de 5000 paires de sabots par mois. Alors, vous allez me dire, comment écouler 5000 paires de sabots par mois dans un petit village vosgien? Alors, ce n'était pas évident parce que du jour au lendemain, ils se sont trouvés avec une fabrication relativement importante puisqu'elle permet, cette machine, de produire 6 sabots en même temps. Ce qui est assez exceptionnel puisque la plupart des machines à sabots peuvent produire en général 3 à 4, mais jamais 6. Et comment écouler? Ils ont à nouveau innové en créant des sabots chefs-d'œuvre et trompe-l'œil, ce qui a permis de faire une renommée nationale et internationale, de créer une grande mode par rapport à ces sabots, allant jusqu'au Japon. Plein de choses à découvrir. Ah c'est oui. tout des anecdotes, des petites choses que vous partagez lors de visites, c'est ça? Oui. Alors, ce sont des visites qui se veulent assez immersives, un transport dans le passé, avec une création de petits livrets de contes, avec beaucoup d'archives photographiques, également de morale, qui étaient assez fréquentes dans des revues ou dans des ouvrages comme les imageries d'Épinal, mais qui malheureusement
ont disparu des ouvrages des écoles et on a voulu un petit peu remettre au goût du jour cette morale, notamment sur la volonté de persévérer malgré les difficultés. Alors pour continuer dans cette conservation, cette préservation du patrimoine, vous avez fait appel à la Fondation du patrimoine exactement. pour une partie du site. Oui, pour une partie du site. Donc elle concerne la maison du contremaître située à l'entrée du site, visible depuis la route départementale. Et le contremaître était une personne donc chargée de s'occuper de cette machine perfectionnée et puis de veiller sur le site quasiment jour et nuit. Donc il devait être à demeure dans cette maison. On a souhaité la restaurer puisqu'elle est en mauvais état et de mettre un petit peu en lumière l'architecture. En parlant de visite architecturale, il y a un livret et jeu qui a été mis en place, un modèle non déposé à reproduire. Voilà, donc la commune de Trémonzé a initié un programme de protection durable. Alors j'insiste sur le caractère durable du patrimoine architectural rural vernaculaire, notamment les éléments remarquables. Alors je peux définir ce que sont les éléments remarquables. Ce sont tous les éléments qui participent à l'identité architecturale des villages en France, à l'image de l'Art Nouveau à Nancy, des colombages en Alsace, que nous n'avons pas, mais dans nos villages vosgiens, on a une architecture assez rare qui est en voie de disparition et un petit peu malmenée. Donc l'objectif de ce programme-là, eh bien, ça va être de mettre en lumière ce patrimoine-là et d'imaginer un programme pour le conserver et le préserver de manière durable qui comporte plusieurs étapes. Donc un livret-jeu qui prend la forme, voilà, vraiment, vous en avez donc je peux vraiment d'un livret. Voilà. Et c'est un circuit. Oui, exactement. Donc, les étapes, alors ça comprend un modèle non déposé à reproduire par d'autres communes. Donc, on a effectué un repérage didactique des éléments de l'architecture rurale vernaculaire, dont les palis, les téchottes. C'est comme une petite encyclopédie. Objectif, que ce soit reproduit dans d'autres communes. Oui, alors l'objectif est de reproduire ce modèle non déposé dans d'autres communes. On est d'ailleurs conseillé et aidé pour trouver des solutions avec le laboratoire de ruralité et on réfléchit à un moyen de diffuser ce petit modèle-là. Une belle manière de découvrir les villages vosgiens. Merci beaucoup Sylvie de nous avoir accueillis. Merci à vous de nous avoir suivis. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt.